Salam alaikum Zoul, bonsoir. Après tout, Tebboune a peut-être de la suite dans les idées. Et peut-être même qu'il tient ses engagements. En tous les cas, il nous prouve tous les jours qu'il est fidèle à celui-ci. نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا راني في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف. مهما كانت الظروف. مهما كانت الظروف et pour cause, puisque parmi les ministres qui viennent d'être installés dans le nouveau gouvernement, beaucoup faisaient partie de la Boutefliki, autrement dit de ce qu'ils appellent eux-mêmes la Issaba, y compris Tebboune lui-même d'ailleurs, et dire qu'ils n'arrêtent pas de nous bassiner, de nous rebattre les oreilles avec cette sempiternelle Issaba, qu'ils nous promettent d'éradiquer alors qu'ils en étaient tous des membres actifs, parfois même des initiés du premier cercle, peu cher. Et pareil pour le haut commandement de l'armée, tous les grands décideurs militaires faisaient partie eux aussi de la Boutefliki, de la Issaba autrement dit, et nombreux parmi ces grands généralissimes donnaient du fahamatuhu au présidentissime. Et ce sont les mêmes qui paradent aujourd'hui dans ce qui nous jure être la nouvelle Algérie, qui inaugure à tour de bras, qui sont partout, qui sont omniprésents, qui ont littéralement et massivement squatté les télévisions publiques et les autres aussi par ailleurs. C'est ce qui s'appelle faire du neuf avec du vieux, du croulant. Et c'est aussi faire de la Issaba avec de la Issaba. Dans le même temps, qui nous jette la Issaba en pâture. À chacun sa chance, qui se retrouve à Al-Harrach et qui, dans le nouveau gouvernement, en fait, le choix de ce nouveau gouvernement n'est rien d'autre que l'expression d'un profond mépris pour le peuple algérien, qu'on traite par-dessus la jambe. Mais c'est aussi un aveu d'échec pour un système en fin de ressources et qui ne parvient même plus à se renouveler ses propres dehors, qui ne parvient pas à rajeunir son oligarchie militaire, à redorer sa quincaillerie, qui a peur des compétences, qui ne s'entoure que de ceux qui ont été habilités par l'ex-DRS, qui ne parvient même pas à choisir et à désigner un président qui soit moins cocasse et un tant soit peu crédible. Et tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري
بلادي بكاو كدموع ميساج لكاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا جزاير قلبي راه معمر اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلميها انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر. Algérie, le retour de la Boutefliki. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Nouren, analyste politique. Idir, merci d'être là. Merci, M. Après une si pour longue votre... absence. Merci pour votre invitation. Merci. Je reviens parmi vous avec beaucoup de plaisir. Et Hakim Haddad, militant politique en Algérie. Hakim, merci d'être là. Merci à vous pour cette invitation et particulièrement ce soir. Merci beaucoup. Pourquoi particulièrement? Parce que... Pour la bonne nouvelle que vous avez reçue d'Algérie. Voilà, c'est ça, si l'on peut dire que nous avons tous reçu. On va en parler. Et surprise pour Idir Nouren, nous lui avons ramené son ami Brahim Younsi, mais qui sera avec nous par Skype. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Bonsoir, merci. Merci. Je salue mon ami Idir Nouren et M. Karim Haddad. Karim Haddad. Ah, pardon, Hakim Haddad, pardon. Hakim. Oui. Alors, donc, mes chers amis, voilà, le gouvernement nouveau est arrivé, hein, comme le Beaujolais nouveau. Et donc, ce que tout le monde a remarqué, c'est que ces gens-là qui ont été nommés, la plupart d'entre eux font partie de la Boutefliki. Il y en a même qui étaient farouchement pour le 5e mandat. Il y en a même qui ont plaidé bec et ongle pour le 5e mandat. Et les revoilà installés dans la nouvelle Algérie de Tebboune. Tebboune qui nous avait promis que Uqsim billah, barnamij al-Raïs, kada wa kada. Et donc c'est fou. Pourquoi, Idir Nouren, pourquoi ils n'arrivent pas à se renouveler? Ils ne font pas confiance aux nouvelles compétences. Ils ne prennent que les gens qui sont passés par la fiche bleue du DRS. Ils sont entre eux, c'est quoi? C'est de l'entre-soi, tout simplement. Mais bon, il faut montrer patte blanche aussi. Hein. Donc, il y a ça aussi. Moi, je ne dirais pas que c'est le retour de la Boutefliki parce qu'ils sont obligés politiquement d'exécuter la Boutefliki. C'est leur raison d'être avec leur slogan « Algérie nouvelle ». Donc, maintenant, quant à la nouvelle technocratie, si on peut l'appeler ainsi, il y a quelqu'un qui était le nouveau ministre de la Justice, qui occupait de hautes fonctions, je crois que c'est, je ne sais plus ce qu'il faisait, peu importe. Il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas de passé politique. Or, on vit une crise politique majeure. Et on doit avoir au moins un gouvernement politique. Or, ce n'est pas le cas. Et lors du premier gouvernement de M. Tebboune sous le gouvernement de Jarrad, il avait promis un gouvernement politique. Alors il n'était ni technocratique ni politique. Et on retombe dans les mêmes travers. Maintenant, ce gouvernement, parce que beaucoup de questions se posent derrière. Est-ce c'est la majorité présidentielle? Est-ce que c'est la majorité parlementaire? Dans quelles conditions les accords ont été faits? Est-ce que les partis se sont réunis pour se dire on soutient le président? Le président a dit les gens qui veulent me soutenir, c'est sur mes 54 propositions. C'est kafkaïen. Mais justement, Idir, vous faites bien de nous y amener. En fait, d'après ce que j'ai compris, moi, et vous allez nous expliquer un peu, en fait, c'est un chef du gouvernement qu'il aurait dû nommer, pas un Premier ministre. Tout à fait. Il y a l'article qui est là. Vous pouvez nous le lire? Oui, alors l'article 103 de la nouvelle Constitution. Hein, oui, de la toute dernière. La toute dernière. Le gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu'il résulte des élections législatives une majorité présidentielle. Or, on ne sait pas si c'est une majorité présidentielle ou pas, ou c'est des accords d'épicier, quand vous voyez l'institution présidentielle, c'est quand on est président de la République et qu'on reçoit des chefs de parti, ce n'est pas le rôle du président de la République de recevoir des chefs de parti pour éventuellement constituer une majorité. Oui. Il y a ça. Ensuite, le gouvernement est dirigé par un chef du gouvernement lorsqu'il résulte des élections législatives une majorité parlementaire. Or, il n'y a pas de majorité parlementaire. En fait, ce n'est ni un Premier ministre ni un chef du gouvernement. Tout à fait. C'est kafkaïen. C'est incroyable. À équidistance,
de l'article 103, là qu'il faudra étudier encore plus, je pense aux juristes constitutionnalistes qui peuvent dire est-ce que ce que fait... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce oui. n'est pas une majorité présidentielle. Ça n'a pas été annoncé en tant que tel. Exactement. Même s'il y a une coalition, ça Ça, c'est s'annonce. autre chose, oui, oui. Ça s'annonce, Oui, ça ne reste pas dans les coulisses. Donc Oui, ce tout n'est à pas fait. le cas. Et puis c'est le résultat, M. Benchouf, excusez-moi Oui. de vous interrompre, c'est le résultat de négociations. Oui, bien sûr. Quand on négocie en tant Bien que sûr. parti avec... Les ministères, Bon, les portefeuilles, les ceci, portefeuilles, cela. les Marocains, qui à la place de qui, et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est pour quel projet Pour quel projet pour l'Algérie? Quel projet on veut pour cette Algérie? La question, elle est là. Elle est à la fois économique, par rapport à la crise sanitaire. Nous sommes le pays en Afrique qui vaccinons le moins. Il y a une reprise du Covid, je ne vous dis pas. C'est vraiment catastrophique. C'est une crise protéiforme et il n'y a pas de projet encore. Il n'y a pas de projet. Voilà. Hakim? Ben, voilà, il n'y a pas de projet. Ils naviguent. Ils naviguent à vue et ils navigueront de moins en moins, ils navigueront en tout cas de plus en plus difficilement. C'est chasser le naturel, il revient au galop. Vous disiez, présentiez comme le retour du bouteflirisme. Ben, chasser le naturel, il revient au galop. Et je suis d'accord, c'est pas tant le bouteflirisme ou tant le bouteflira. C'est le même régime, c'est le même système politique qui perdure. Et qui a fait partir parce qu'il savait qu'il risquait, qui a appuyé sur le bouton pour faire partir M. Bouteflika de la présidence et qui a mis un autre Bouteflika, le 12-12. Voilà, donc pour eux, c'est une continuité. Moi, vous compariez ça au départ, enfin au début de votre intervention, au Beaujolais nouveau est arrivé. Et bien le Beaujolais, au moins, il donne le sourire à ceux qui savent l'apprécier. Ce n'est pas du tout le cas de ce ministre, de ce gouvernement. Voilà, donc il y a une chose que je partage tout à fait avec monsieur, c'est que c'est pas, et en même temps cela ne m'étonne pas, c'est pas un gouvernement de politique. Voilà. Parce que la réalité de la décision politique et la réalité, à mon avis, de ceux qui détiennent véritablement les décisions, ils ne sont pas au gouvernement et ils n'ont jamais véritablement été au gouvernement et ils ne sont même pas si visibles que ça. Voilà, même si Pourquoi, depuis quelques alors, temps, on voit de plus en plus le général-major Mchengriha à la télévision, etc. Donc voilà, il part au plus pressé. Très franchement, moi, je ne me suis pas beaucoup intéressé à la composition même de ce gouvernement, parce qu'on sait que ce n'est pas par ce gouvernement que les choses vont s'arranger. Voilà. Vous avez une crise multiforme dans ce pays, une population ou une bonne partie de cette population qui demande un changement en profondeur depuis au moins 2 ans et demi, et à côté de ça, vous avez censé être un chef d'État voilà, qui organise, qui marche sur sa feuille de route et la feuille de route de ceux qui l'ont mis à El Mouradia. Voilà, donc, et rien ne les arrête. Regardez les taux de participation aux 3 élections, aux 3 suffrages. Rien ne les arrête. Donc il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, excusez-moi ce terme, mais hachakum, excusez-moi, il y a l'ensemble des partis qui y sont représentés ont à peine 1 million de voix, 1 million et quelques de voix sur un corps électoral, potentiellement 24 millions de... Non, voilà, non, pas tous. Non, pas tous, les 5 premiers partis. Voilà, les 5 ont 955 000 à peu près. Voilà, c'est ça. Et ils ont, en termes de pourcentage, moins de 4%. Voilà, c'est ça. Donc, 3,90. c'est pareil que de se poser la question, mais c'est quoi ce gouvernement? Je crois son ministre de l'économie, un Premier ministre qui ne devrait pas être Premier ministre, qui devrait être chef de gouvernement, enfin ce que vous venez de discuter, qui est en même temps ministre des Finances. Mais comment ils veulent faire pour que, sérieusement, comment peuvent-ils penser? Je pense que même eux-mêmes ne croient pas à leur subterfuge, même eux-mêmes. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, parce que bon, là, je répondais un petit peu à vos questions, mais ce qui m'intéresse, c'est que eux, comme je l'ai tweeté hier, eux, ils ont 30 ministres, nous, on a 300 détenus. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire libérer 33 ministres. Et ben, nous avons 303 détenus, malheureusement. Et même s'il y en a quelques-uns qui ont été libérés aujourd'hui, il y en a presque encore 300 qui restent dans les geôles de ce pouvoir. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on peut faire pour les libérer. Et c'est pas en passant mon temps à savoir si tel ministre va pouvoir arriver à réaliser ses objectifs que nous arriverons à sortir de ces 300 détenus. Hakim,
Une question. Ils sont dans une sorte de déni qu'on ne parvient pas à comprendre. Je vais vous donner un exemple. Vous venez de parler des 3 dernières consultations. Les présidentielles, le référendum sur la Constitution et les législatives. Alors que l'Algérie est connue pour être un pays des abstentions. Pourtant, ces 3 dernières consultations, qui n'ont pas connu des abstentions mais des boycotts actifs, ils ont connu le taux d'abstention le plus fort depuis l'indépendance. Tebboune, du président, de la Constitution Pourtant, Tebboune est arrivé, nous avons même la vidéo, il a dit à un journal français qu'il avait filmé dans une conférence « Je suis le président le mieux élu depuis 1962 ». Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. On ne peut pas être aussi outrancier. Il aurait dit « Non, non, j'ai été élu légalement, je n'ai pas été désigné par l'armée, là, il y a une marge, il peut jouer. » Mais dire « J'ai été le mieux élu depuis 1962 », c'est un peu fort de café. C'est dû à quoi, ça? D'abord, ne pas vouloir voir la réalité et croire en ce qui vous est raconté dans l'oreillette. Voilà, on lui dit c'est le plus beau, c'est le plus... Oui, mais il connaît les chiffres, on ne peut pas lui avoir dit à l'oreillette. Il connaît les chiffres. Le ridicule, bon là, il faudrait peut-être demander le cas de psychiatre. Très franchement, c'est pas pour aggraver son cas et c'est pas pour échapper à votre question, mais très franchement, je ne vois pas comment un être sensé à 100% aurait répondu cette réponse. Oui. D'autant que nous savons, moi je me rappelle quand même au moins 95, même si ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais M. Zeroual avait été élu largement, largement qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Fraude ou pas fraude, aucun président avant Tebboune n'a été élu aussi bas. Ouais. C'est lui qui a été le moins élu. Mais vous savez, à la limite, moi, quand vous me dites voilà ce qu'il a déclaré à ce journal, je me rappelle il y a le jour du scrutin du 12 juin dernier, où M. Tebboune a dit de bon matin, peu importe le taux de participation. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Comme président de la République, excusez-moi de vous interrompre, il s'est comporté même pas comme chef de Zawiya. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour c'est exactement il confond la présidence de la République. Peu importe, parce qu'il savait à quoi s'attendre. Pour les chefs de Zawiya, d'ailleurs. J'ai beaucoup de respect pour eux. Voilà. Donc, mais c'est exactement ça. Comment un président de la République, si vraiment il pense qu'il l'est, peut-il dire des choses comme ça quand on voit partout dans le monde et tous les chefs d'État... Le taux de participation ne m'importe pas. Ne m'importe peu, voilà. Ouais. Donc, il est en dehors de la sphère de la réalité, voilà. Ça veut dire aussi que ma légitimité, je la tiens de d'ailleurs, ceux qui m'ont désigné. Tout à fait. Voilà. Alors, Brahim Younsi, merci donc d'être avec nous, Brahim Younsi. Merci à vous. Merci. Alors, Brahim Younsi, sur ce nouveau gouvernement dont on découvre chaque fois un peu plus que c'est le retour de la Boutefliki. Tebboune a tenu sa promesse. Le barnamij al-Raïs sayutabakh uqsimu billah, etc. Mais le comble, c'est que presque tous ont fait partie de la Boutefliki. Même s'ils n'étaient pas ministres, ils étaient autre chose. Et vous savez très bien comment ça se passe en Algérie, particulièrement du temps de Bouteflika. Ceux qui n'ont pas la fiche bleue du DRS, ils ne passent pas. Ça veut dire que c'est des gens qui sont vraiment du système, mais vraiment du système, quoi. Oui, on a vu, c'est les Bouteflika Boys qui sont là, qui reviennent, c'est clair. Mais vous avez eu un dialogue, un débat sur le plateau, sur le régime lui-même. Oui. Sous Bouteflika, nous avions affaire à un régime présidentiel. Aujourd'hui, nous avons affaire à un régime hyper présidentiel. Parce que voilà quelqu'un qui gouverne par la minorité. Aujourd'hui, nous savons que nous n'avons qu'un exécutif. Alors que sous Bouteflika, il faut le dire, on a essayé de donner un rôle, même mineur, à l'Assemblée nationale ou à ce qu'on appelle le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est clair, il y a un exécutif. Et pour citer Freud, parce que je crois que c'est M. Haddad qui a parlé de psychiatrie, oui. Je crois que nous sommes dans le monde de la psychanalyse. Parce que nous répétons
où il répète au lieu de se souvenir. Le mot est de Freud. Nous sommes dans la répétition, et seulement dans la répétition. Ce que un philosophe allemand, Reinhard Koselleck, appelle l'espace d'expérience. Mais cet espace d'expérience, c'est en même temps la répétition, mais c'est aussi la crainte. C'est aussi le passé. C'est ça, notamment cette expérience, cet espace d'expérience. Et on revient toujours au passé. Or, ce système nous ramène toujours les gens du passé et voire pour beaucoup d'entre eux totalement dépassés. Oui, mais pourquoi, Brahim Younsi, pourquoi n'avoir recours qu'aux gens du passé? Est-ce que parce que c'est des gens de la maison à qui on peut faire confiance, qui sont dans le sérail, qui connaissent les combines, qui connaissent les modes d'emploi, etc. Et on ne se risque pas à aller ramener des nouveaux qui pourraient éventer la mèche? Ou est-ce juste parce que c'est un système qui ne parvient pas à se renouveler? Il y a certainement de cela aussi. Il y a certainement de cela aussi. Mais qu'on le veuille ou non, si on veut les ouvrir, il y a quand même un encadrement, il y a quand même des personnalités qui pourraient devenir des ministres et premiers ministres parmi des figures nouvelles. Et cela, je viens de le dire. Pourquoi est-ce que l'on ne s'adresse pas à ces figures nouvelles, à ces hommes de qualité qui existent en Algérie? C'est parce que j'ai dit que l'espace d'expérience relève du passé, mais c'est aussi l'héritage. Parce que vous l'avez appelé le retour de la Bouteflika, on le voit bien que nous sommes dans l'héritage. Tebboune lui-même hérite de Bouteflika, parce qu'il a été plusieurs fois son ministre, mais aussi et surtout son premier ministre, bien qu'éphémère, mais son premier ministre quand même. Et nous sommes dans l'héritage et nous répétons toujours au lieu de nous souvenir. Mais les Algériens, eux, se souviennent des méfaits, des crimes de ceux qui sont aujourd'hui encore au pouvoir, parce que c'est eux qui décident. Nous avons un exécutif, nous n'avons pas ni de législateur et bien entendu une justice qui est aux ordres de l'exécutif. Heureusement, et c'est là où le rôle de ce que beaucoup appellent le Hirak, en tout cas de la révolution, de cette révolution qui est toujours, qu'on le veuille ou non, en action, j'ai parlé de ce philosophe allemand, Koselleck, qui parle d'horizon d'attente. Et l'horizon d'attente, c'est la représentation de l'avenir. Et hier, j'ai réfléchi à cela pour dire, voilà, nous sommes dans dès que j'ai entendu la liste du gouvernement, voilà, nous sommes dans l'espace d'expérience, c'est-à-dire l'espace de l'héritage, l'espace du passé, et nous avons cet horizon d'attente, et cet horizon d'attente qui est une représentation de l'avenir, alors que l'espace d'expérience est la représentation du passé. Brahim Younsi. Nous sommes... Oui, poursuivez. Nous sommes dans un monde, j'allais dire, un monde conflictuel, pour ne pas employer un mot plus... Mais nous sommes dans le monde, ils construisent le conflit. Le monde du passé et le monde de l'avenir sont dans un conflit profond, où les uns veulent répéter, alors que nous, ceux qui voudraient changer, ceux qui sont en attente d'avenir, eux, sont dans le conflit avec un système qui agonise, mais qui a du mal à mourir, parce qu'il est agonisant, mais il a encore un peu de mal à mourir.
Alors, restez avec nous. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour vous poser une question sur cette ce Tebboune hyper président. Sinon, vous vouliez intervenir? Oui, moi, je suis un peu en désaccord avec Brahim. Bouteflika, c'était aussi un régime hyper présidentiel. La différence, c'est que M. Bouteflika, comme j'ai eu à le dire, d'abord, c'est un manœuvrier, c'est un intrigant. Il a été diplomate, il a été à un moment donné porté par cette diplomatie algérienne, et par un contexte historique, hein, oui. Est-Ouest non aligné. En plus de ses attitudes florentines, oui. Donc des attitudes qui sont très intrigantes et qui n'ont pas de limite en fait. Et M. Tebboune est sous le même régime présidentiel. Le seul souci, j'ai un autre désaccord avec Brahim, c'est quand il dit l'horizon, l'avenir. Et comme j'ai dit la dernière fois, la rupture, elle peut se faire par consensus. Mais la rupture que les jeunes doivent faire, justement, elle doit se faire de manière directe, franche. Et j'ajouterai à Brahim aussi qu'on a besoin aussi d'une rupture épistémologique, tout en niant pas ce qui s'est passé, l'histoire qui a fait que nous sommes aujourd'hui à ce stade-là de réflexion et d'analyse. Et pour revenir à l'autoritarisme là, qui bouffe l'espace, l'autoritarisme par essence, il s'oppose à la démocratie. Et la police politique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous bloque. Elle bloque tout, avec des moyens énormes. Elle bloque aussi l'émergence d'une nouvelle classe politique de jeunes capables d'eux. Une nouvelle classe politique. Ah oui, mais ça c'est fondamental. En plus, évidemment, l'intrusion dans la vie privée des gens, dans la vie privée, pas la vie publique. Hein, monsieur Haddad a une vie publique, il l'assume. Mais en aucune façon, ils doivent être intrusifs dans sa vie privée. Il y a ça aussi. Parce que c'est un moyen de chantage et de tout pression. À fait. Et évidemment, il gère avec les moyens habituels, la menace, la censure, etc. Mais Idir, le hyper présidentiel, effectivement, je voulais poser la même question et faire les mêmes remarques à Brahim aussi. Mais la différence, je trouve, personnellement, entre Tebboune et Bouteflika. Bouteflika était un hyper président, réellement. Tout à fait. Non seulement par rapport au pouvoir qu'il détient, les pouvoirs constitutionnels, qui lui ont fait la marche très très large, mais surtout par sa façon d'être. Les généraux étaient à ses pieds. Et quand il est tombé malade, son aura était tellement puissante, tellement large, qu'ils sont tombés aux pieds de son frère. Vous imaginez, qui était en quelque sorte président par défaut. Par défaut. Et jusqu'au chef d'état-major qui lui obéissait, au doigt et à l'œil. Or, ce n'est pas le cas de Tebboune. Tebboune, c'est tout l'inverse. Sa place n'était pas compromise. Oui, mais Tebboune, c'est tout l'inverse. Oui, tout à fait. Ce sont eux qui l'ont placé, ce sont eux qui lui donnent des injonctions, qui lui disent ce qu'il doit faire. Vous ne trouvez pas? Si, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. En plus, ils ne sont pas du même tonneau. C'est pas de la même fabrique. Ah oui, et comment? Bouteflika, quoi qu'on dise, oui, qu'on fasse, il est passé par le mouvement national. Quelle a été sa véritable contribution? Je ne suis pas là à juger l'histoire. Hein. Puis même sur le plan du tempérament, du caractère. C'est pas tout beau. Voilà. Et par contre, il a une gestion catastrophique. Oui, en effet. Il a une gestion catastrophique du pays, et là, il faut faire son procès, moi, je trouve. Hein. C'est pas simplement C'était un grand corrupteur, par essence, par nature. C'est évident. Excusez-moi, je saute sur l'occasion, merci. Effectivement, il faudra faire son procès. Il n'y a pas de raison que de faire que des procès, excusez-moi, de faire le procès que de certains ministres ou premiers ministres ou chefs de gouvernement précédents, y compris, je pense que vous parliez, pour qu'on soit bien en phase, de M. Bouteflika, le procès. Oui. Donc, bien sûr, oui, j'en ai pas entendu beaucoup de courageux qui osaient dire je me permets une remarque. Effectivement, qu'il soit. Je me permets une remarque, Hakim. Une remarque, je vous laisse poursuivre. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Hakim, ils ne peuvent pas faire son procès. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est parce que s'il le présentait, que des médecins viennent dire, mais il n'a plus sa raison. Il ne l'a pas depuis longtemps. Quand il était président pour le 4e mandat, il n'était déjà plus présent. Ça veut dire qu'ils vont tous se retrouver dans un mauvais quart d'heure. Ça veut dire que vous l'aviez pris en otage,
vous nous disiez qu'il a écrit, qu'il a dit, qu'il a nommé, qu'il a dégommé, alors que c'était vous tous ensemble, Gaïd Salah et les autres. Donc ils ne peuvent pas passer en justice. Non, ils attendent qu'il meure et peut-être même qu'ils vont donner un coup de pouce vous pour avez qu'il meure entièrement sans raison. parler. J'ai sauté sur l'occasion parce que de toute façon, Oui, je oui. ne crois absolument pas que ce soit eux qui le passeront, effectivement, entre autres pour les raisons que vous venez de donner. Mais je pense que de la même manière que beaucoup d'entre eux devront passer, je veux dire, dans une Algérie meilleure, dans une Algérie démocratique et surtout une Algérie avec une justice indépendante, devront passer devant des tribunaux pour répondre de ce qui leur est reproché. Ensuite, que la justice fasse son travail. Oui, effectivement, M. Bouteflika devra en faire partie. Mais ce n'est pas un appel à l'Isaba Ta'lioum, à l'Isaba d'aujourd'hui, que je suis en train de faire. Dire qu'il faut qu'ils passent en procès, ce n'est pas eux qui vont nous répondre positivement, et encore moins parce qu'ils ont... Oui, vous avez terminé. Juste encore un autre désaccord, mon Et cher Brahim. après, Brahim aussi veut oui, répondre, évidemment, donc avec on beaucoup va de inverser plaisir. un peu le tour de micro. Allez-y. Moi, j'ai eu à dire sur votre plateau que la démocratie est par essence conflictuelle, puisqu'il y a des débats d'idées, c'est des projets qui s'affrontent. Mais où il faudrait que nous assumions tous, avec nos différentes obédiences philosophiques, spirituelles, religieuses, politiques, programmatives, d'abord, nos différences, nos nuances, nos clivages, nos désaccords et nos conflits. C'est la démocratie nous l'impose, mais c'est dans la pratique que nous devons faire l'effort. C'est dans la pratique. Nous allons nous-mêmes, M. Haddad et moi, on a une différence d'approche économique, politique, géopolitique. On a un gros désaccord. On peut le régler pacifiquement, politiquement. Oui. C'est finalement le fait que nous soyons parce que la démocratie exige le conflit. Sans ça, c'est pas une démocratie, c'est du fascisme. Casquette unique, projet unique, langue unique, enfin tout ça, quoi. Ça c'est l'armée, ça c'est plutôt l'armée. Non, je parlais de Mussolini, je faisais allusion à Mussolini, militaire par ailleurs. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est ce que je voulais faire passer le message à Brahim. Alors, avant de donner la parole à Brahim, j'aimerais, Hakim, que nous parlions un peu de cette nouvelle qui vous est parvenue, condamnation à 1 an de prison par défaut ou par contumace, ou je ne sais pas comment on peut dire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils continuent leur mauvaise blague, M. Benchenouf. Voilà, parce que je ne peux pas dire que je sois ravi ou que je me désintéresse totalement d'une condamnation comme celle-là, voilà. Ni contre moi, ni contre tous les citoyens et citoyennes. Bon, moi j'ai déjà été arrêté, j'ai fait quelques mois de prison, ensuite on nous a libérés et ensuite on a attendu 11 mois avant de passer devant les tribunaux et d'être déclaré et d'être acquitté. Et il y a encore 3 semaines, de nouveau acquitté par la Cour d'Alger. Voilà. En appel, voilà, parfait, par la Cour d'Alger. Voilà, ça parfait. C'était la première. C'est pour la compréhension des téléspectateurs. Absolument, vous avez raison. Ça c'était parce que même nous, on s'y perd, même nous les propres intéressés. Et il y a eu une deuxième arrestation au mois de juin 2020, où j'ai été mis pendant 6 mois en contrôle judiciaire. Et donc le procès a eu lieu enfin. Le contrôle judiciaire a été levé au mois de décembre dernier. Ensuite a commencé la procédure de justice des tribunaux. Et donc il a eu lieu la semaine dernière. Et aujourd'hui, ils ont notifié le verdict qui est d'1 année ferme avec 20 000 dinars d'amende. Mais ils savent que vous ne pouvez pas vous présenter, que vous êtes bloqué en France à la suite de la décision du régime de bloquer Ça a dû être, excusez-moi, M. Haddad, ça a dû être dans son dossier, excusez-moi, dans le dossier avec l'avocat, je pense. L'avocat leur a dit qu'il n'a pas pu rentrer. Ça a été, ils savent que je suis à l'étranger. Effectivement, mes avocats sur place ont notifié et ont discuté plusieurs fois avec le juge pour qu'il reporte, etc. Et c'est ce qu'il avait accepté de faire 2-3 fois déjà en reportant. Mais malheureusement, cette fois-ci, il a maintenu la décision que le procès ait lieu le 1er juillet. Donc, et c'est là où on voit, comment dire, encore une fois, passez-moi l'expression, mais le je m'en foutisme
de ces tribunaux, que je n'appelle pas justice, et de beaucoup de juges. Bien sûr, je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac, mais le je m'en foutisme, ils envoient les gens en prison, ils condamnent les gens en prison, comme si ils les envoyaient à Disneyland, quoi. Voilà, véritablement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est véritablement la prison. Donc, moi, quoi qu'il en soit, je ne suis qu'un parmi des dizaines de personnes ou des centaines de personnes qui sont poursuivies. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne resterai pas en exil, que je m'y refuse, et que le moment venu, quand la situation va un minimum s'arranger, je rentrerai au pays. Bien évidemment, j'espère ne pas passer une seule nuit en prison, et je pense et j'espère qu'avec mes avocats et les amis, les camarades, que j'aurai pas à passer du temps en prison, parce que les procédures existent quand même. Je rentre et je fais je fais ce qui s'appelle une opposition. Voilà. Au jugement, et donc vous perdez votre liberté. Voilà, j'espère que ça va bien. Mais encore une fois, solidarité pleine et entière. Voilà. D'ailleurs, je vous remercie en direct, et je tiens et je profite de cette émission pour remercier vraiment toutes celles et tous ceux qui nous apportent, moi ou d'autres, particulièrement moi aujourd'hui, mais leur soutien et leur solidarité, parce que c'est important, et qui les ont amenés également à nos familles quand on était derrière les murs des prisons, et qu'il faut continuer à soutenir. Voilà. Et que cette solidarité vienne de l'intérieur de l'Algérie ou de l'extérieur de l'Algérie, c'est tout aussi important, et je vous en remercie énormément. Merci à vous. Merci. Brahim Younsi, vous vouliez répondre à Idir, je crois. Oui, mais aussi à vous, parce que vous étiez d'accord avec lui. Ah oui. Non, parce que moi, Tu nous as en gros ce soir. Non, moi, c'est très simple. Je dis qu'il ne peut pas être plus hyper-président que Bouteflika, même si dans la Constitution, il y a eu quelques petits pouvoirs en plus. Bouteflika était un véritable hyper-président, alors que Tebboune, c'est un hyper-absent, un hyper-fantoche. Pardon d'être aussi... fort dans la méchanceté, j'allais dire. Mais c'est vrai, Tebboune ne pèse rien devant l'armée. Je voulais d'abord exprimer toute ma solidarité avec M. Hakim Haddad. Je vous en remercie. C'est ce que je voulais dire avant. C'est vrai que c'est effrayant ce qui lui arrive. Cela montre que nous sommes dans un régime dictatorial, et tout le monde le sait. Voilà. Effectivement, j'ai dit que, et ce n'est pas par esprit de contradiction que je le fais, je maintiens le fait que je considère l'ancien régime, si j'ose dire, mais le régime de Bouteflika, la constitution bouteflikienne, comme une constitution présidentielle. C'est là où nous différons. Vous parlez des hommes et de leur personnalité, de leur façon de gouverner. Moi, je parle des institutions. Le Bouteflika faisait jouer, et il essayait de faire, entre guillemets, faire jouer une espèce de démocratie paradoxale, mais il essayait de faire jouer le Parlement, entre guillemets. Il essayait de donner au législatif un certain espace de liberté, ou certains espaces de liberté, entre guillemets. Il choisissait aussi, parmi les ministres, des parlementaires. Souvent, il l'a fait. Et c'est la Constitution... Oui, mais Brahim Younsi, pardon de vous interrompre, et je vous rends tout de suite la parole. Je crois que personne n'a autant méprisé les institutions, et tout particulièrement le Parlement, comme Bouteflika. Oui. Vous vous rappelez quand il a fait valider sa constitution, celle qui 2008, je crois, celle pour supprimer l'imitation des mandats. Il les a sommés de lever la main, et c'est tout. Ni débat, ni rien du tout. Pour vous dire, et ce n'est qu'un exemple entre plusieurs autres. Je suis entièrement d'accord. Il faisait à chaque fois intervenir le Parlement, entre guillemets. Il jouait le jeu
entre guillemets, institutionnel, malgré tout. Bien sûr, parce que nous sommes et nous étions dans un système autoritaire. Or, aujourd'hui, quand vous regardez la Constitution, enfin, entre guillemets, toujours, la Constitution... En quoi elle est différente, Brahim Younsi? Est-ce que vous pouvez nous donner des... Parce que regardez-le institutionnellement et constitutionnellement, un président de la République qui ne préside pas, on sait qui préside, a des prérogatives dans cette Constitution, des prérogatives d'empereur. Mais Bouteflika les avait aussi. Il nommait le tiers présidentiel, le Conseil d'État, la Cour suprême. Mais la Constitution lui donnait un certain nombre de prérogatives. Aujourd'hui, tous les constitutionnalistes sérieux vous diraient qu'il fait concurrence, par exemple, du point de vue, entre guillemets, de la loi au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il est aussi législateur. Il peut signer à tout moment des ordonnances. Mais Bouteflika aussi. Bouteflika aussi. Mais il demandait l'autorisation. Alors, je vais donner la parole à Idir et je vous la rends si c'est nécessaire. Idir. Mon cher Brahim, encore un gros désaccord. Pour la bonne et unique raison, c'est que nous, quand on parlait de pouvoir et de régime hyper-présidentiel, c'est celle que fixent les attributions constitutionnelles au président de la République. On a comparé un petit peu M. Bouteflika et M. Tebboune pour dire qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie parce qu'ils ont deux parcours complètement différents. On restait au niveau des institutions. Et là je te rejoins, par contre, on n'a jamais dit, ni M. Haddad, ni moi-même, ni M. Benchnouf, qu'on parlait des hommes uniquement. Et tu sais très bien, Brahim, qu'il n'y a pas 36 000 régimes. Hein. Il y a le présidentiel, le semi-présidentiel, le parlementaire et la monarchie. Donc, il n'y a pas de souci. C'est les pouvoirs. Mais même la monarchie peut être parlementaire. Oui, il y a la constitutionnelle héréditaire, etc. Par contre, ce que tu dis dans la Constitution de 2008, il y a un aspect politique. Pour justement, ce que vous venez de soulever, c'est quelque chose en tout cas, c'est très pertinent. Vous savez comment il a vendu sa violation pour les étrangers? Et beaucoup d'hommes politiques connus qui avaient pignon sur rue, à l'époque, bon, je t'ai les noms, il a vendu ça comme quoi ma présence était un facteur de stabilité pour le pays. Oui. Donc sur le tout sécuritaire, encore une fois. Voilà, je n'aurais terminé. Voilà. Alors Hakim et puis Brahim Younsi. Très brièvement, parce que moi je ne rentre pas trop dans les considérants, les changements. Pour moi, c'est un régime autoritaire qui, de plus en plus, qui avance. Mais même ça, c'est la logique de ce régime qui dit, si vous ne nous soutenez pas, ce n'est pas que M. Bouteflika. C'est ce régime, président et après président, dit si vous ne nous soutenez pas, sans nous, ce sera le chaos. Voilà. Il y avait certains qui disaient les islamistes. Rappelez-vous, rappelons-nous ce que M. Sarkozy avait dit nous concernant. Je préfère encore cela, je ne sais plus si c'était le 3e ou 4e mandat pour M. Bouteflika, que l'Afghanistan à 1 heure de vol de la France. Voilà, donc en fait, ce régime essaye toujours, bien évidemment, ce régime, il sait qu'il tient par défaut, donc il essaye de se vendre comme étant le protecteur, par ailleurs il l'est, des intérêts des capitales occidentales, essentiellement. Alors, Brahim Younsi, rapidement, si vous avez peut-être une remarque avant de passer au sujet suivant. C'est sur ce que disait mon ami Idir à propos de la démocratie. Moi, je considère toujours, et j'ai toujours considéré que la démocratie était un moyen de règlement des conflictualités, de toutes les conflictualités, de quelque ordre que ce soit, politique, économique, social, culturel, etc. Donc la démocratie, et il le sait, pour moi, c'est un moyen de règlement des conflictualités qui surgissent dans la société, et que la démocratie ne doit pas, parce qu'il y a beaucoup qui la chargent de valeurs, quelles qu'elles soient les valeurs, mais souvent de valeurs occidentales. Mais
moi je ne suis pas toujours favorable à ce que la démocratie soit chargée de valeurs, et de valeurs notamment occidentales. Voilà, pour certains, la différence que j'ai avec certains. J'ai cette différence-là un peu avec mon ami Idir, bien sûr, mais nous tombons d'accord, en tout cas lui et moi et d'autres, sur le fait que la démocratie, c'est le moyen, et c'est certainement le seul moyen de régler les conflictualités de façon pacifique. Là-dessus, nous sommes entièrement d'accord, et j'espère qu'il va m'exprimer son accord là-dessus. Il était en train de le faire, il hochait la tête tout le temps que vous avez parlé, donc vous êtes d'accord. Alors, l'hyper-présence de l'armée dans la vie publique, nous allons d'abord regarder quelques reprises de l'ENTV, la chaîne publique, mais aussi des autres chaînes. Un échantillon, regardez ce qui se montre dans ces chaînes de télévision tout le temps, quasiment tout le temps. Au moins les 2/3 du programme en ce moment. Regardez. في هذه الصور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريح. Alors, nous allons revoir cette image pour signaler quelque chose de très curieux. Vous savez, la rumeur qui avait circulé sur une amputation du pied ou de la jambe de Tebboune, qui a été démentie parce que ça ne se fait pas qu'un président soit amputé, alors qu'il y a eu des présidents qui étaient en fauteuil roulant. Mais on va repasser cette image et observez bien le pied droit de Tebboune quand il le pose par terre et quand il le lève par rapport au pied gauche. Regardez bien. Nous allons revoir. في هذه الصور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريح. Nous allons encore voir d'autres images de l'armée partout. Encore. Là, c'était un nahar qu'on était en train de voir. Et là, c'est encore la télévision algérienne. Chourouk, Chourouk. Encore, encore. Et là, c'est quelle chaîne de télévision? L'NTV, là.
الملازم خطاب محمد السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، نحن طلبة الدفعة 52 من التكوين الأساسي والمتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم الفريق محمود عماري. Alors, on a demandé à M. le Président d'accepter que la promotion sortante de Cherchel s'appelle Mohamed Al-Ammari, général Mohamed Al-Ammari. Mais sinon, l'armée, partout, elle inaugure des piscines, elle fait des discours, elle fait des manœuvres militaires, des exercices tactiques. La télévision n'est pleine que de ça. Même le strap, le contenu de la télévision a changé de la télévision algérienne. Elle porte les couleurs militaires, presque. Pourquoi ne crée-t-il pas carrément un gouvernement militaire? Disons que c'est une bonne question. Le pouvoir militaire, du commandement militaire, surtout, oui. Hein, oui. Tous les chefs d'état-major qui se sont succédés, il n'y en a pas eu beaucoup finalement, elle était connue de facto. C'est l'institution, après c'est l'état-major. Là maintenant elle est consacrée dans la Constitution, dans l'article 30, dans son alinéa 4. Ouais. Ah ben, elle peut s'occuper de tout. Combien de fois on a bataillé sur ça pour alerter oui. Ah ben, nous y sommes. Tout ce qu'ils font est légal, constitutionnellement. Oui, oui. Quand on vous dit dans l'alinéa 4 que l'armée veille et protège les intérêts vitaux et stratégiques du pays, qu'est-ce qui reste? Elle peut tout faire. Tout à fait. Elle aurait pu, par exemple, refuser celui qui vient d'être nommé, Brahim Boughali, candidat indépendant, président de l'APN. Elle aurait pu. Oui, tout à fait. Elle aurait dit, par exemple, non, cette personne représente une menace. Oui, ça, on va dire, c'est à la fois le commandement militaire et la police politique, qu'on appelait le DRS, je ne sais même plus comment elle s'appelle aujourd'hui. Mais l'armée, bien évidemment, elle est omniprésente. Mais d'abord, elle occupe un espace médiatique qui n'est pas le sien. Elle s'occupe de politique ouvertement. C'est-à-dire ouvertement. C'est elle qui crée finalement les conflits entre les différents, même au sein du Hirak, des manipulations, et qui joue après le rôle de régulateur. Donc c'est dément, je veux dire. Par exemple, lors des dernières élections législatives. Tout à fait. Elle était omniprésente. Où elle a envoyé ses soldats voter 2-3 fois dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que l'armée a pris en otage la présidence de la République, le président de la République, tout le monde. Comme vous savez que les campagnes électorales... Avant, elle avait l'intelligence, j'allais même dire l'art consommé de savoir se ménager des façades institutionnelles, et elle était toujours là à dire l'armée ne fait pas de politique. Qu'est-ce qui a changé pour qu'elle se mette ainsi en avant? Je pense que, en fait, depuis 2013, depuis que M. Bouteflika est tombé malade, 2013-2014, on va dire, quand c'était plus grave, le système était constitué, parce que je parle de problématiques de système plus que des personnes, en fait. Hein. Problématiques de système, ils avaient des partis politiques. Ils avaient le FLN, ils avaient le RND, ils avaient TED, ils avaient le parti de M. Amar Abedouns, comme zone tampon qui devait équilibrer les chocs par rapport à la société. Ils avaient une APN, on sait très bien ce qu'elle est. D'un point de vue forme, aujourd'hui, le président Tebboune est un président isolé. Il n'a pas de corps intermédiaire, il n'a pas de société civile, il n'a pas de parti derrière lui, il n'a rien. Il n'a absolument rien. Donc, le Hirak et les animateurs du Hirak, comme l'armée, enfin le commandement militaire, n'a plus cette façade civile, et ça va peut-être l'amener à réfléchir. Moi, j'ai très peur d'une confrontation peuple-commandement militaire, politiquement. Hein. Et c'est pour ça que... C'est déjà le cas. Madaniya Machi Askariya. Et c'est là où le commandement militaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas favorisé l'émergence d'une classe politique. À ce moment-là, l'émergence d'une classe politique. Non pas la domestiquer, mais l'émergence. Et ça aurait pu se faire à la soft. Mais on dirait qu'ils ne veulent pas qu'une autre classe politique puisse émerger. Non, c'est clair. C'est cette impression que nous avons. Regardez, je vais vous prendre juste un petit exemple, si vous le permettez, ou si vous voulez donner la parole. Oui, allez-y, on a tout le temps. Regardez la configuration du Parlement.
ce gouvernement. Il y a 3 ministres, je crois, 2 ministres ou 3 FLN, 2 RND, 1 d'Elbina, du raciste anti-Kabyle, d'Elbina, je le précise. Un seul, je crois, pour M. Belaïd, ou 2. Non, Belaïd, il en a 2 ou 3. 3. Oui. Mais vous n'êtes pas 3 avec l'ancienne ministre. Oui. De l'incohérence et de l'incohérence du parti de Hams, de M. Mokri. Il a est parti aux élections. C'est C'est le deuxième qui a eu, peu importe, carotté, pas carotté, quota, pas quota, on s'en fiche. Oui. On est sur le plan formel. Oui. D'accord? Il refuse d'aller au gouvernement. Est-ce que finalement, il ne fait pas l'objet de centres d'intérêt? Est-ce que ceux qui le sous-traitaient, ils ont combien de députés? 78 ou 68? Quelque chose comme ça, oui. Oui, c'est énorme. Monsieur Mokri, les gens qui le sous-traitaient à l'époque, est-ce qu'ils ont changé de main? Est-ce qu'ils ne vont pas lui faire jouer un autre rôle au sein de l'Assemblée, puisqu'il ne participe pas à la coalition gouvernementale? Moi, je crois et l'incohérence, c'est juste, l'incohérence, c'est je vais aux élections, et puis faire de la politique, c'est pas avoir des réactions d'enfants gâtés. On ne m'a pas donné 4 postes ministériels dont je ne participe pas. La cohérence politique aurait voulu que vous continuiez le job jusqu'au bout. Oui. Le fait qu'il refuse, peut-être qu'il se met en perspective pour d'autres élections et jouer un peu l'opposant. Moi, j'ai une explication toute simple. Mais est-ce qu'il a changé de main en termes de sous-traitant, ce qui dénoterait peut-être qu'il y a peut-être un courant islamisant quelque part au sein du commandement? Moi, j'ai une explication toute simple, toute bête. C'est que M. Mokri, d'abord, il voulait la primature. Il voulait être Premier ministre. On lui a dit non pas Saran. Alors il a dit bon, ok, je veux le perchoir. Il voulait être président de la PM. On lui a dit non pas Saran. Alors il a dû, moi j'étais pas avec lui, il a dû essayer de négocier des postes un tant soit peu importants. Un peu régalien. Pas le tourisme, pas la pêche. Oui, tout à fait. Essayer d'avoir peut-être l'éducation. On lui a dit non pas Saran. Alors il a dit, bon, écoutez, moi, je dois contenter mes gars qui attendent. Excusez-moi, il faut revenir aussi à sa matrice culturelle et idéologique aussi. Oui. Hein. Ça joue là-dessus aussi. Et le fait qu'ils ont eu des milices qui ont eu des postes importants, et même si on fait vraiment une justice transitionnelle, et c'est les camarades de monsieur le président de TED, de Nasrallah, il a été ministre, oui, et l'autre là, celui qui était Abou Jarrah Soltani. Abou Jarrah Soltani, ils ont fait du clientélisme dans leur mouvance à Bien eux. sûr. Dans leur mouvance à eux, au niveau des entreprises, au niveau des transports, au niveau de plein de choses. C'est tout ça qu'il faut finalement... Il fallait avoir de la matière à distribuer. Ouais. Quoi. Mais M. Mokri, moi je suis intimement convaincu que c'est ceux qui le sous-traitaient à un moment donné, je crois qu'il leur a échappé pour aller sous-traiter avec quelqu'un d'autre. On va voir clair peut-être dans quelques semaines, quelques mois. Oui, je vais très, très rapidement. Moi, je pense que ces partis-là sont nés pour être au service d'un régime et d'un système politique. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont déroger à la règle. Ni le FLN, ni le RND, ni le MSP. Et donc, je pense, comme l'une des éventualités que vous avez posées, et je pense franchement que c'est ça, c'est pas Mokri qui décide, c'est pas le Conseil national de Mokri qui décide, ce n'est pas malheureusement le Majlis Shura qui décide, malheureusement pour eux en tout cas. C'est des officines derrière qui donnent des instructions à M. Mokri, comme ils donnent des instructions aux autres chefs qui font appliquer dans leur parti. Donc, je pense qu'effectivement, il a été laissé en réserve, et la tâche qui lui incombe pour l'instant, c'est de faire une sorte d'opposition soft à l'intérieur de l'Assemblée nationale, en attendant un avenir ou des ouvertures sur l'avenir. Donc pour l'instant, je ne pense pas du tout qu'aucun dirigeant ou leader des partis Al-Moubaya'a, c'est les partis proches ou du pouvoir, ils n'ont aucune liberté de décision. Et donc que Mokri dise lui-même non, nous ne participerons pas, ça j'y crois pas. C'est où il applique ce qui lui est dit, et là en l'occurrence ça a dû être non, cette fois-ci il n'y a pas de place pour vous, mais ne t'inquiète pas, voilà le rôle que tu vas jouer, et on verra dans la prochaine architecture. Voilà, dans la prochaine mise en place de l'architecture, parce qu'ils essayent de mettre en place, mais ça ne tient vraiment pas très longtemps. Pour la question de l'armée, d'abord, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et je dirais même que c'est d'une certaine manière une victoire du Hirak, ou une des victoires du Hirak, d'avoir
fait en sorte, même si ce n'était pas voulu, mais en tout cas pour les 6 premiers mois, d'avoir poussé l'armée, après la démission de M. Bouteflika, à être obligée d'assumer le rôle de dirigeante, de première dirigeante. À sortir du bois. À sortir des bois, ou à sortir des casernes et à sortir des bois. Voilà, on l'a déjà vu avec feu M. Gaïd Saleh. C'est lui qui, chaque semaine, intervenait 1 à 2 fois par semaine. Donc la présence dont vous parlez, elle n'est pas si nouvelle que ça. Et je pense qu'également, c'est aussi d'abord pour les raisons que vous avez dit à travers le nouvel article sur la Constitution qui lui donne, voilà, donc ils sont en train d'asseoir ça, et puis ça rassure certains pans de la société algérienne, de voir avec tout ce qui, je veux dire, toutes les risques que notre pays court en ce moment et pour un avenir proche, eh ben, ça les rassure. Ils savent que l'armée nationale populaire est là, ça les rassure, et je pense que c'est aussi ça. D'un autre côté, donc c'est aussi pour rassurer, mais c'est aussi pour, également pour les récalcitrants dont nous faisons sûrement partie, pour eux, c'est aussi pour nous... c'est voilà, on est là, quoi. C'est aussi pour répondre à la situation. L'armée est là et ne laissera pas faire. En tout cas, l'état-major est là et ne laissera pas faire. Donc c'est plusieurs pans, plusieurs. On a l'impression, Hakim, à vous entendre, qu'il y a un cinéma Talhet pour le bon peuple. Voilà comment ça fonctionne. Alors que derrière, c'est tout à fait autre chose. C'est pas que ce soit à peu près, c'est tout à fait autre chose. C'est une véritable mafia avec des règles mafieuses où la force brutale a le droit de pression sur tout le reste, où la corruption se déploie normalement. C'est ça, non ? Oui, tout à fait, oui. Simplement, le peuple algérien, et c'est pas pour faire dans les slogans, mais n'est plus dupe, n'a jamais été vraiment dupe, mais là, il est encore moins dupe qu'auparavant. Voilà, il sait très bien que ça ne se passe pas, que tout ça est... et d'ailleurs, que ce soit les Algériens ou les étrangers, dire les chancelleries, les capitales à travers le monde, vraiment, en fait, ce régime est en train de nous faire perdre du temps. Voilà. Les chancelleries, elles savent ce qui se passe réellement. Évidemment. Non, ça paraît évident. Bien évidemment. Juste pour rebondir un peu sur ce que a dit M. Haddad, il le faisait de manière plus discrète. Là, je souscris à ce que disait M. Benchelouf, mais là, c'est fait de manière massive. Oui. C'est même outrancier pour la personne du président de la République. C'est ça. Est-ce que vous avez vu les candidats à la présidence de la... Pardon ? Du temps de M. Gaïd Saleh. Oui. Ah ben justement, l'élection présidentielle, aucun candidat n'a fait de meeting dans les villes du Nord. Aucun. Ils ont tous fait... Il y en a un qui a fait Oran, mais le reste c'était le Grand Sud, et vous avez, je me souviens très bien, vous avez dit, ils ont profité de l'hospitalité légendaire de nos concitoyens. Oui. Voilà. Oui. Ça, c'est un. Ils leur ont interdit alors. Les 3 campagnes des 3 scrutins se sont faites par le chef d'état-major. Pas par quelqu'un d'autre. Pas par quelqu'un d'autre. Les chefs de parti étaient marginaux, on ne les écoutait même pas. Du moins, le peuple du Hirak ne les écoutait pas. Et c'est cette manière massive. Et là, ils sont en terrain conquis, ils deviennent invasifs. Et c'est à la limite, je vais peut-être me dérouter moi-même. Je me dis, cette provocation... la limite, est-ce qu'on l'atteint ou pas? C'est ça. La question, c'est celle-là. C'est pas possible. Ça pourrait être de la provocation? Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est quand même provoquant. La limite, vous savez, dans une réaction, il y a tension, réaction. Oui. On était dans une stratégie de la tension. Est-ce que par tout ça, ils ne veulent pas finalement faire nous amener à la violence? Peut-être, c'est un scénario qu'il faut prendre en considération. Parce que c'est vrai que c'est trop. Hein, c'est la limite, si vous voulez. C'est la stratégie du chaos qui fait que le peuple du Hirak reste pacifique, parce que nous sommes un peuple résilient. On est passé quand même par des choses horribles. On est vraiment passé par des choses horribles. Et il faut rendre hommage au peuple du Hirak, à tous les citoyens algériens qui se battent tous les jours et dans des conditions qui ne sont pas faciles en plus. De plus en plus difficile. Mais en tout cas, la question de la violence, même si bien évidemment nous ne la souhaitons pas, mais il y a un proverbe de Kulthum qui dit, pas une proverbe, mais des mots de Inna li sabri hudud. Combien de temps la patience a des limites? Donc combien de temps ces jeunes que nous saluons et qui restent pacifiques malgré tout ce qu'ils subissent,
combien de temps peuvent-ils rester pacifiques? Voilà. Tout le temps, j'espère. Tout le temps. Nous l'espérons Parce et que nous les la attendons à violence ça ne servirait et je que- le pense absolument. Ouais, ouais. Mais en même temps, voilà, il y a aussi à se poser la question parce que nous savons très bien que le pouvoir aurait plutôt intérêt, lui, à faire qu'il y ait de la confrontation et de la Absolument. violence parce qu'il ne sait gérer que ça. Brahim Younsi, sur cette hyper-présence très lourde, comment dire, invasive, qu'on vient de dire, de l'armée. Quelle est votre lecture sur ce phénomène qui est nouveau, hein, il faut le dire, parce que jusque-là, l'état-major a toujours su rester discret, utiliser des façades institutionnelles, s'effacer, alors qu'il a toujours été le principal meneur de jeu. Qu'est-ce qui a changé pour qu'il devienne aussi outrancier? Si on faisait une analyse déjà régionale, globale, régionale et locale, l'ordre international est un ordre, il faut le dire, moi je crois qu'il faut poser les termes de cette façon-là. L'ordre international est un ordre qui est perturbé, et plus que perturbé. Ensuite, l'ordre régional, nous connaissons les perturbations aussi de l'ordre régional chez nous. Oui. Il est évident, à partir de ces deux lectures, et l'ordre national, l'ordre local, est encore plus perturbé malgré l'omnipotence, comme vous dites, de l'armée. Et elle est omnipotente parce qu'il y a aussi ces désordres, et notamment le désordre local. La révolution qui est venue le 22 février, je l'ai dit tout à l'heure, pour eux est une représentation à la fois d'avenir, mais aussi une représentation de la fin de ce système et de ce régime. Parce qu'ils pensent que c'est leur fin, qu'ils agissent comme ils agissent. Parce qu'ils sont, et je l'ai dit tout à l'heure, dans cet espace d'expérience, ils ont peur, il y a de la crainte. C'est parce qu'ils ont peur de partir, parce que tout à l'heure vous aviez parlé de la traduction devant les tribunaux de Abdelaziz Bouteflika. Ils ont aussi peur parce qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Ils ont aussi commis des prédations, des vols. Ils se sont enrichis plus que de mesure. Et il est normal, et on l'a vu sous d'autres espaces, qu'ils seraient traduits tôt ou tard devant des tribunaux. Et là, des tribunaux avec justice, parce qu'eux utilisent des tribunaux sans justice. Et ils ont peur de la justice. Ils ont peur de la vraie justice. D'ailleurs, ils veulent absolument se maintenir et se manifestent et manifestent leur force parce qu'ils ont peur. Et l'armée, au moment où elle était dans les institutions depuis 1962, il faut le dire, et cela je ne l'ai jamais nié, mais le pouvoir du début des années 60 non plus. Au contraire, il a institutionnalisé l'armée, constitutionnalisé l'armée, mais il a regardé les textes, il l'a placé sous la tutelle du parti unique. L'armée était considérée comme un partenaire politique, mais sous l'autorité du parti unique, du parti politique. Et que la décision, que l'autorité était l'autorité politique. Et ça a changé à partir de 1965, où, là encore, l'armée s'est manifestée dans tous les domaines, notamment sur le plan économique et social. Sur le plan économique, souvenez-vous de l'Algérie des PDG. Et quand vous regardez l'itinéraire des PDG de l'époque, c'était tous des militaires, des commandants ou des colonels. L'armée avait occupé l'espace politique et l'espace économique notamment. L'armée est omniprésente, même sous l'habit civil. Quand Boumediene était colonel, mais il s'était habillé en civil. Aujourd'hui,
ce n'est plus le cas parce que l'armée veut montrer à la fois sa présence et elle se manifeste telle qu'elle est, c'est-à-dire en armes, et a fait de l'État un État militaire. Et même la société, on veut faire de la société une société militaire. Et tout cela parce qu'il y a des chambardements, passez-moi l'expression, à la fois sur le plan mondial, sur le plan régional, parce qu'aujourd'hui on parle plus des puissances militaires que par le passé. Alors, Idil, vous voulez dire quelque chose? Quand Brahim pose le problème sur les trois angles, mondial, régional et local, il est clair, je vais commencer par le local, il est clair qu'avec ce qui se passe dans notre pays, avec cette révolution, ça rend moins crédible le discours de l'Algérie à l'extérieur en termes de diplomatie, en termes même de futurs contrats, parce que il faut assainir l'environnement. Il faut que le pays redevienne stable dans ses institutions, stable dans son projet. Donc les investisseurs ne vont pas venir. Ça, c'est ce côté-là. Il a parlé d'un point de vue mondial. C'est vrai que l'architecture actuellement, c'est les USA contre la Chine, avec peut-être en support pour la Chine, la Russie. Mais ça, c'est un monde qui se fera sans nous, de toutes les manières. Nous le subirons. Il ne faut pas être... Au niveau loco-régional, quand vous savez qu'il y a eu récemment, moi j'essaye de suivre l'APS pour donner la réunion qui s'est déroulée à Genève sur les futures élections en Libye prévues pour décembre prochain, ça a été un échec patent. Que fait notre diplomatie? Quelle est au moins notre capacité d'influence? Même à dire une capacité de nuisance, parce que c'est ça aussi la diplomatie. Et c'était juste pour dire ça. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que l'armée, en plus, elle ne rend pas service à Tebboune, parce qu'elle le disqualifie. Hein. Elle lui fait trop d'ombre. Voilà, elle dit exactement ça, elle le disqualifie. Et puis, elle annule ce qu'il est censé représenter. Oui. La présidence de la République, l'institution. Et on n'est pas sorti de cette affaire-là. C'est là où le bas blesse un peu, parce que la propre personne que l'armée a elle-même portée au pouvoir... Dans quelles conditions, M. Benchimouf? Mais oui, les services secrets, la police politique, mais là c'est contre-productif, y compris pour l'armée. Évidemment. Alors, Khenchela, le feu reprend à Khenchela, oui. Alors, nous allons voir un peu comment ça se passe, les incendies, et puis nous verrons une vidéo, vous allez être choqués. Vous allez voir les moyens des sapeurs-pompiers. D'abord, Khenchela, la région de Khenchela. Merci à nos amis de Khenchela qui nous ont envoyé cette vidéo. Mais là, regardez, vous allez voir un pompier tenter d'éteindre l'incendie avec un tuyau d'arrosage, de jardin, un tuyau ménager en quelque sorte, de petit jardinier. Vous allez regarder.
يا خوتي اللي يشوف اللايف يبارطاجيه على وجه ربي، يبارطاجي ولنا اللايف، راه باش يوصل اللايف هذا لازم البارطاج. عاونونا غير بالبارطاج برك، عاونونا غير بالبارطاج، بارطاجيو في ليكر، بارطاجيوه بالطالتو، بارطاجيوه في الفيسبوك تاعكم، بارطاجيوه. اللهم صل على رسولنا. Un pompier qui éteint l'incendie avec un tuyau d'arrosage idéal. C'est choquant, c'est lamentable. Je pense à tous ces arbres. J'espère qu'il n'y a pas de victimes humaines. Pour le moment, on n'en a pas entendu parler, mais ça menace surtout. Vous savez qu'il y a 150 000 hectares dans la région de Khenchela, dont 6 000 hectares de cédré. Un cèdre très particulier au Maghreb et qui est millénaire. On en a encore en Haute-Kabylie, je pense. Oui, ça existe aussi en Kabylie. Mais c'est le manque de moyens. Le manque de moyens. On n'a pas de plan Orsec, on n'a pas de Canadair, alors qu'on est un pays qui on a des Sukhoi, on a des vedettes, on a des sous-marins, on a des bombardiers, on a des lance-missiles, mais on n'a pas de Canadair. On n'a pas de Canadair, le personnel peut-être mal formé, mais ça coûte pas cher. Est-ce qu'on a des plans Orsec? Je pense qu'il y en a, parce que la protection civile, quand même, ce sont des gens sérieux en règle. Sur l'exemple avec le tuyau ménager, le tuyau d'arrosage, c'est affreux. Mais on se dit, mais on peut pas laisser. C'est infernal, je veux dire. Ajouter à ça la crise du Covid qui est en train d'exploser. D'exploser, c'est pas possible. On se demande s'il y a un État. Je ne demande pas qu'il soit vertueux pour le moment, mais qu'il réponde aux exigences minimales de protection qu'il doit à ses concitoyens. Au moins qu'il ne scie pas la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis. Moi, je ne peux rien dire de plus. C'est affolant, je veux dire. Pas nos commentes. Rien à dire, hein. C'est tellement gros que... Qu'est-ce que vous voulez commenter quand on voit en plus tous les jours et qu'on entend de ce qui est en train... Aujourd'hui, c'est il n'y a pas d'eau, demain, c'est il n'y a pas de médicaments, après-demain, c'est on n'a pas pour éteindre des incendies qui sont en train de tuer une partie des forêts algériennes. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez commenter, si ce n'est effectivement, on revient au début de votre émission, c'est est-ce qu'ils ont une perspective, est-ce qu'ils ont une stratégie? Non, ils n'en ont pas. Voilà, ça marche au jour le jour, parce que s'ils en avaient, et ils devraient effectivement en avoir, parce qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, et bien s'ils en avaient, il y aurait un minimum de plans, il y en aurait un minimum de choses de prévisionnelles, au moins pour parer au plus urgent, quoi. Voilà, c'est pas une question de honte, mais et c'est pour ça que oui, je suis pas quelqu'un qui appelle à la vengeance, loin de là, mais il faut que justice soit faite et l'ensemble de ses responsables, Monsieur Bouteflika en premier, si c'est possible. Quand la démocratie sera présente, oui, il faudra qu'ils répondent devant les tribunaux et devant une justice indépendante. On ne clôture pas tout de suite. Si. À l'instant, c'est le dernier mot. Dans une minute. Alors, moi, je voudrais annoncer à la communauté algérienne résidente à Paris, en Ile-de-France particulièrement, qu'il y a un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie de 13h à 17h30 pour la libération des détenus d'opinion politique et des gens qui subissent donc l'infamie de la justice algérienne. C'est samedi. Et dimanche, il y a une marche aussi qui part de Bastia à Nation à 13h30, faite par des citoyens et quelques associations. C'est halte à la criminalisation, à la stigmatisation de la Kabylie. De Bastille à Nation. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, désolé, mais Brahim Younsi, le mot de la fin. Et Abdallah, on finira l'émission avec les mêmes images de Khenchela, de la région de Khenchela en feu, très vite. Oui, moi, même élan, j'appelle la diaspora à se mobiliser, à participer, même si elle pense que ça ne sert plus à rien, à participer au rassemblement à République, à participer aux différentes marches. Aujourd'hui, le Hirak repose sur les épaules de la diaspora et les libertés que nous avons pour lesquelles on s'est chèrement mobilisés, c'est sur la diaspora. Donc oui, il faut participer et ne pas laisser à demain. Brahim Younsi, le mot de la fin, désolé, en 1 minute. Merci. Je vais essayer de rentrer dans la minute. Je vais revenir juste un petit instant au sujet précédent. Et pour dire tout simplement que si on veut avoir une analyse juste de ce qui se passe, me semble-t-il, de ce qui se passe dans notre pays, il faut partir, et d'ailleurs les analystes géopolitiques de façon générale, de partir du global pour atteindre le local.
Je crois que souvent nous partons du local, nous analysons le local selon des paramètres locaux seulement. Il y a le paramètre global, je crois qu'il joue de façon décisive de ce qui se passe dans notre pays. Quant aux images que nous venons de voir, bien sûr qu'il y a des incendies, notamment dans les zones chaudes, des incendies dans pratiquement tous les pays. Sauf que chez nous, non seulement nous sommes sous-équipés, mais de façon désastreuse, de façon scandaleuse, de sous-équipement. Et de l'autre côté, nous avons vu un peuple qui essayait de se battre à main nue contre un feu d'une aussi grande importance. D'un côté, le sous-équipement, et de l'autre côté, il y a une population qui est dans le sous-développement total, hélas, parce qu'elle manque d'eau, elle manque ceci, elle manque beaucoup de choses. Merci Ibrahim Younsi, merci Dirou Nouren, merci Hakim Haddad, merci à vous. Chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qa'ala khair, bislama, silmiya, silmiya, khawa, khawa.